l'adolescence, j'ai été dans ces cliniques de Calcutta avec mon amie anglaise. Et depuis cet âge-là, j'ai toujours envisagé ma vie en tant que travailleuse sociale et j'ai cherché donc la voie qui me permettrait de trouver mon rôle sur cette terre. Et j'ai fait mes études ensuite entre Calcutta et Darjeeling, entre 18 et 22 ans. Et c'est comme ça que j'ai rencontré les Tibétains dans cette région de l'Himalaya où ils vivent en exil et où j'ai appris la langue et les valeurs tibétaines. Et puis ensuite, donc, automatiquement, j'étais avec des armes, des compétences pour aller travailler en tant que travailleuse sociale au Tibet. Et c'est ce que j'ai fait en montant d'abord une ONG entre 2002 et 2007, en gérant des projets de développement local avec des nomades sur des régions très reculées du Tibet. Et voilà, jusqu'à 2008, une période clé pour le Tibet, l'avenir du Tibet, et aussi la création à ce moment-là de Global Nomad, qui est le projet sur lequel je suis actuellement et qui sert les Tibétains, les entrepreneurs, pour les accompagner dans leur démarche de projet économique et avec toute une dimension sociale. Et on essaie de structurer un réseau dans ces entrepreneurs tibétains qui sont donc des partenaires de Global Nomad qui ont donc déjà un projet établi, un projet économique et social, et on les aide sur des aspects donc, qu'ils ne maîtrisent pas très bien, notamment sur les barrières de la langue. Par exemple, ils ont un objet d'artisanat ou un voyage dans une région très reculée du Tibet, et ils aimeraient faire connaître leur voyage, et ils viennent vers nous pour donner une visibilité à cette offre. Tous nos partenaires donc, sont tibétains. D'accord. Ils sont des entrepreneurs responsables ou entrepreneurs sociaux. 3 secteurs, le tourisme responsable, la haute montagne et l'artisanat. De plus en plus d'entrepreneurs ont émergé et avec des projets divers et avec un grand respect de garder leurs valeurs tibétaines au centre de leur projet économique. Donc c'est sur cette base-là en fait que Global Nomad a choisi de s'ancrer sur ce territoire avec ce réseau de partenaires. Donc je crois qu'il faut déjà savoir vraiment identifier les vrais besoins des gens pour pouvoir incarner un projet qui se mêle bien, qui se mélange bien à la vie au quotidien réel de ces gens-là, et qui deviennent un maillon sur une chaîne ça devient presque naturel en fait, cette présence. Ensuite, il faut bien sûr bien connaître le système local, le système administratif, le système des valeurs des gens qui vivent. Et apprendre à parler chinois aussi. Voilà. Donc ça veut dire que tu maîtrises la langue chinoise et la langue tibétaine? Alors je maîtrise la langue tibétaine. D'accord. Depuis mes 16 ans, donc je l'ai étudiée. Et j'étudie la langue chinoise, mais j'ai beaucoup plus de mal à la maîtriser. Dans la manière dont je présente Global Nomad, donc la société que je gère,
une des missions qu'on s'est fixées, c'est d'encourager en fait à l'entrepreneuriat social. Pour ce qui est du secteur de la montagne, parce que c'est ce projet actuellement depuis 2012 sur lequel je travaille le plus. Donc ce sont des guides tibétains qui vivent au pied de l'Everest et qui sont venus à Lhasa pour suivre une formation de guide de très haute montagne. Et ils ont tous entre 20 et 40 ans. Ils ont tous été jusqu'à 10 fois au sommet de l'Everest. Ils sont en train donc d'être formés à accueillir une clientèle européenne pour ces expéditions en très haute montagne. Et je suis un maillon responsable de déterminer les critères de qualité de service pendant ces expéditions pour une clientèle européenne. Donc je travaille en partenariat avec une école de montagne, une compagnie des guides de haute montagne, donc une agence privée, et des organisations associatives d'experts que je fais intervenir sur des sujets comme la communication interculturelle ou l'environnement ou l'impact social qui viennent pour des thèmes bien spécifiques pendant les formations. Donc c'est un partenariat gouvernemental, privé et associatif. La plupart du temps, je suis en déplacement avec les nomades ou dans des régions très reculées du Tibet pour suivre les projets, pour accompagner des voyages et puis aussi faire des expéditions en très haute montagne, donc des expéditions qui durent 2 mois, 1 mois, avec toute une préparation avant l'expédition où je dois être sur place. Donc, par exemple, pour une expédition comme l'Everest, il faut compter 3 mois dans l'année dédiés entièrement à être dans la montagne, ou en tout cas en préparation pendant 1 mois avant de monter, et puis 2 mois dans la montagne. Et là, en fait, la nourriture, c'est le minimum, en fait. Et puis les conditions de vie, c'est une tente dans le vent, dans les cailloux. Donc là, pour moi, pour survivre dans cet environnement, simplement, je me suis adaptée à vivre sans cadre, sans critères de qualité de confort ou de qualité de vie sans matériel. Le nom que j'ai donné à ma société qui s'appelle Global Nomad. Très bien. Et c'est un thème évidemment qui m'est extrêmement cher, de toutes ces valeurs en fait, que véhiculent les nomades, que ce soit les nomades du Tibet ou d'autres régions du monde. Les valeurs qui m'ont transmis pour les retransmettre. Et alors là, c'est évidemment autour de l'impermanence. C'est justement accepter que tout change et accueillir ce changement, et de manière très positive. Pour un nomade, évidemment, c'est le changement de la météo, le changement de son lieu de vie. Et s'adapter à ce changement, c'est son mode de vie. Il a une autre valeur qui est aussi fondamentale, qui est le contentement. Se contenter de peu, parce que sa mobilité en fait, ne lui permet pas de pouvoir transporter beaucoup de choses. C'est un état simplement de complétude en fait, avec ce qu'on a. Et ça permet de se libérer en fait, l'esprit, puis aussi matériellement, de tas d'encombrements et de tas de distractions de l'esprit sur la recherche continuelle d'avoir plus ou d'avoir autre chose. Et ça donne de l'espace en fait pour penser à autre chose ou simplement aussi cesser de toujours vouloir penser. Et ça permet plus un état contemplatif ou un état de détente et de repos avec ce qui est là. Donc ces deux valeurs-là, l'impermanence et du contentement,
C'est un peu synonyme pour moi de cette richesse, en fait, de la mobilité. Moi, je me considère aussi comme une nomade qui n'a pas le luxe d'avoir beaucoup de choses, ça c'est certain, vu que si je dois partir du jour au lendemain, si les autorités chinoises me demandent, je dois quitter le territoire. Donc il n'est pas question de m'attacher à un lieu ou à des choses matérielles, parce que je peux les perdre aussitôt. D'accord. Donc ça, déjà, c'est un premier pas, de bien saisir que c'est pas en essayant d'acquérir quelque chose d'en plus qui serait construit et contrôlé, mais plutôt d'enlever, en fait, d'enlever des barrières qu'on se met à justement pas croire justement la possibilité que les choses peuvent venir, ou des barrières d'avoir peur de tas de choses. On a besoin pour nourrir cette foi ou cette conviction de signes, tout simplement, extérieurs, qu'on est sur la bonne voie. Et parfois, ces signes extérieurs s'évanouissent dans l'espace ou le temps et sont plus là. Et là, il faut encore aller creuser, encore chercher encore plus en profondeur en soi, donc dans les ressources qui sont en nous et bien cachées, pour retrouver le lien avec le projet qui faisait sens au départ, et d'avoir de la patience et d'avoir de l'acceptation pour les moments, vers les moments difficiles, et les accueillir et d'essayer d'en faire une force, justement, au lieu qui nous rendent encore trop apeurés. Mais ils viennent forcément, ces moments-là. Est-ce qu'il y a des personnes sur des rencontres, des chemins sur notre chemin qui nous permettent de découvrir cette confiance, ou pas forcément des personnes, ça peut être aussi des livres, ou ça peut être des documentaires vidéo, ou des traditions philosophiques, ou un art. Donc je pense qu'il y a la confrontation à la souffrance, d'une part, voilà. Après aussi à la mort, d'autre part, dans d'autres expériences après que j'ai vécues plus récemment. Et là, oui, dans mon cas, moi, ça a été des rencontres, en fait, des rencontres dans les traditions orientales, de personnes qui avaient poussé jusqu'à presque l'état ultime, en fait, de parcours spirituel, et qui à leur contact, en fait, transmettaient cette force, cette confiance inouïe qu'ils ont acquis eux-mêmes, et qui simplement, en étant en présence, et communiquaient, en fait, et donc ça éveille cette même confiance à la possibilité, justement, qu'on puisse être plein d'une richesse intérieure. Et oui, si j'ai un message à faire passer, c'est aller dans les lieux qui vous font peur. Quand je dis ça, c'est pas qu'en termes de lieux physiques. Alors, il faut couper là, non, non, je rigole, mais aller sur des lieux qui vous font peur. Voilà. Faites face à la souffrance que ça va générer d'être dans un lieu inconnu, ou dans un manque de repères total, parce que cette souffrance fait grandir et renforce. Oui, il faut être lucide, il faut être réaliste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans manger, avoir un toit pour dormir et se réchauffer, et il y a des lois physiques qu'on ne peut pas contourner. Simplement, avec son esprit, avoir le courage d'inventer, imaginer, explorer des nouvelles possibilités, et après, petit à petit, amener la réalité
à suivre son projet d'un idéal qu'on s'est fixé. Mais je dirais oui, c'est un courage surtout au niveau de la vie qu'on veut se donner en fait, et à soi et aux autres aussi, à son entourage, parce que en étant trop refermé sur soi et à son bien-être personnel, en fait on donne pas beaucoup de bonheur aussi aux autres. Que tu aimes bien, toi, que tu utilises souvent? Indere, ça veut dire c'est comme ça. Je pense qu'il y a un sentiment aussi d'un peu d'acceptation, et puis pas pouvoir avoir un contrôle sur tout, et d'accepter de laisser ce contrôle. Indere. Indere. Dere. Re. On mange de la farine d'orge. On mange de la farine d'orge mélangée avec du thé salé et avec du beurre dedans. C'est assez insipide. Et au départ, quand on n'a pas l'habitude, c'est assez dur à digérer, bien sûr, vu que c'est cru. Et puis au fil des années, ça devient une alimentation tout à fait saine et sur l'apport nutritionnel, bon, c'est pas très varié, hein, mais bon.